Une salle comble pour un exercice à grande valeur ajoutée pour l'écosystème informationnel et communicationnel dans notre pays. Ce samedi 18 novembre 2023, le ministère des Affaires étrangères, à travers son centre d'études stratégiques, a organisé une conférence de haut niveau sur le thème « La guerre informationnelle, défis et enjeux ». Elle était présidée par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, en présence de plusieurs de ses collègues membres du gouvernement. On pouvait aussi noter la présence en grande pompe des ambassadeurs accrédités au Mali, ainsi que des universitaires et hommes de médias. Cet exercice inédit s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités de notre pays, qui est de lutter contre la désinformation autant que les FAMA combattent le terrorisme. Le directeur du CS, du ministère des Affaires étrangères, nous en dit un peu plus sur ce cadre de réflexion. Après le rappel de la symbolique nous liant à ce cadre d'accueil, force est de constater que la multiplication et la récurrence des conflits et des foyers de tension à travers le monde, de même que la circulation de l'information autour du phénomène, constituent un défi majeur pour la géopolitique mondiale. Les conflits imposés à tort à l'Iran, à l'Irak, à la Syrie, à l'Afghanistan, au Soudan, à la Palestine et à tant d'autres pays sont assez illustratifs. Pour contribuer à une meilleure appréhension de la question de guerre informationnelle, le Centre d'études stratégiques, sous le leadership éclairé et l'appui total de son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a pu créer ce cadre d'échange et de débat. L'espace d'échange sur la guerre informationnelle est fortement soutenu par l'UNESCO. L'UNESCO soutient le développement de l'éducation aux médias et à l'information pour tous afin de permettre aux individus de penser de manière critique et en bon escient. L'organisation s'efforce de renforcer les capacités des décideurs politiques, des éducateurs, des professionnels de l'information et des médias, des organisations de jeunesse et des populations défavorisées dans ce domaine, en aidant les États membres à formuler des politiques et des stratégies nationales d'éducation aux médias et à l'information. Donc la réponse à la désinformation et aux fausses informations nécessite une association de compétences critiques en matière d'information, de médias et du numérique, c'est-à-dire une éducation aux médias et à l'information. L'UNESCO donc et ses partenaires ont lancé la nouvelle ressource citoyens éduqués aux médias et à l'information, pensée de manière critique, cliquée à bon escient. Le mot d'ouverture de la cérémonie a été tout naturellement prononcé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Notre pays est aujourd'hui la cible d'attaques informationnelles. Ce n'est un secret pour personne. Je suis certain que les sommes qui sont investies pour des armées, les sommes plus importantes sont aujourd'hui investies pour pouvoir faire dérailler ce qui se joue aujourd'hui au Mali, parce que tout le monde comprend que ce qui se joue au Mali aussi a un impact sur pratiquement peut-être ce qui est en train de se jouer dans le continent en entier. Autant nous, Maliens et nous, progressistes, souhaitons que l'exercice qui se joue ici se passe bien, autant d'autres investissent pour faire en sorte que cet exercice ne puisse pas aller loin. Dans les médias, rien n'est neutre. L'information ne peut pas être neutre. Aujourd'hui, il y a certains États qui sont présentés comme des États parias ou des États qu'on dit qui ont décidé de s'isoler. Tout ceci doit contribuer à forger une perception collective de rejet de ces pays et même pour pouvoir préparer l'opinion demain. Si on attaque ces pays, ça trouve déjà qu'on les a tellement diabolisés que ça sera pratiquement acceptable pour tout le monde. Aujourd'hui, même le fait que certains décident que bon, on décide d'appeler certains gouvernements juntes et d'autres gouvernements qui sont venus dans les mêmes conditions avec d'autres noms, c'est parce qu'on veut les légitimer et pour pouvoir aussi attaquer ceux qu'on n'aime pas parce qu'on a déjà mis le label junte et on met toute la connotation négative. Et nous-mêmes, journalistes, citoyens, on se met à répéter après eux. On appelle nos autorités comme les autres veulent les appeler. La guerre informationnelle et la désinformation, elle existe, mais elle peut aussi être une arme psychologique. Parce que c'est là que c'est important. Parce que quelqu'un le disait que la guerre naît dans l'esprit des hommes. Pour mettre fin à la guerre, il faut pouvoir la sortir de l'esprit des hommes. Et je pense que dans la guerre informationnelle aussi, on utilise la même théorie. Parce que quand on tient l'esprit des gens, on va gagner la guerre.
il faut comprendre que la guerre informationnelle autour de Kidal, c'est beaucoup plus parce que depuis notre pays a pris certaines positions, il y a certains pays qui nous sont foncièrement hostiles et qui ne veulent rien montrer qui se passe, qui soit positif dans notre pays. Donc c'est là où la guerre se situe de façon générale par rapport à cette question. Et il y a des diffusions qui se font à ce niveau-là. Nous devons pouvoir travailler pour pouvoir réduire les capacités de nuisance. Et c'est pourquoi aussi on a même dû interdire certains médias, parce que ces médias étaient des instruments d'un pays qui a perdu pied ici. Parce que le Mali n'est pas contre la liberté de la presse ou quoi que ce soit. Mais aussi toute cette désinformation prouve quelque part que les choix opérés par son Excellence le colonel Assimi Goïta et l'ensemble du gouvernement étaient des choix pertinents. Parce que si on s'est cassé la figure, il n'aurait pas à faire autant d'efforts pour pouvoir montrer que ça ne marchait pas. Je voudrais saluer ici l'action des forces de défense et de sécurité maliennes pour le travail extraordinaire qui a été fait avec tous les sacrifices qui ont été consentis, mais aussi avec vraiment l'appui des plus hautes autorités, les moyens qui ont été dégagés, qui sont les moyens des Maliens. Ce qui a été accompli à Kidal est d'autant plus significatif que notre pays est pratiquement sous sanction, ne reçoit d'aide pratiquement de très peu de partenaires. Il a pu faire cet investissement, arriver à ce résultat, je pense que c'est extrêmement important. Pour ceux qui pensent que cette victoire, elle n'est pas significative, je crois qu'il faut juste leur répondre par rapport à la capacité de nos forces de défense et de sécurité. Je vais peut-être faire la citation encore d'un homme d'État chinois, Deng Xiaoping, que j'aime citer, que peu importe qu'un chat soit gris ou noir pourvu qu'il attrape la souris. Et ce chat fama attrape la souris. C'est ce qui est important. Qui contrôle ces médias étrangers? Qui finance ces médias étrangers? Quel est l'objectif recherché à travers le financement de ces médias étrangers? Quelle est la cible qui est recherchée? Pourquoi on investirait l'argent du contribuable français, britannique, américain pour informer un Malien en Bambara, en Fulfulde, en Songhai? Nous ne sommes pas venus ici pour apprendre aux gens. Nous-mêmes, décideurs, nous sommes là aussi pour comprendre, pour voir ce que nous-mêmes, nous devons faire. Et un point qui est important aussi, nous, Africains, les États, les institutions privées, les communautés, il faut que nous investissions dans l'information. Autant nous investissons dans nos armées, aujourd'hui, si la guerre informationnelle est réelle, il faut que nous investissions, nous y mettons des ressources pour pouvoir être préparés. La conférence est poursuivie par le panel de haut niveau, animé par des experts classés en 3 groupes: les journalistes, les militaires et la société civile. Nous proposons d'écouter ici les extraits des interventions des panélistes. Je voudrais ce matin qu'on commence par parler de Wagner, parce que ça semble être un gros mot. Pas seulement ici au Mali, mais un peu partout ailleurs. Et la réflexion, c'est de dire, OK, est-ce qu'il y a Wagner au Mali? Et je me suis posé la question, pourquoi c'est si important à chaque fois de dire l'armée malienne et Wagner? On tente de nous faire croire que nous sommes des États souverains. En tant qu'État souverain, y a-t-il une loi, je parle là sous le contrôle des diplomates qui sont ici, qui interdirait à un État de signer un contrat avec une société privée dans un quelconque domaine? Si on confie la construction de nos routes, de nos écoles, de nos maisons, et même de ce que nous mangeons à des sociétés privées étrangères, pourquoi on ne confierait pas un pan ou alors, à un moment donné, des aspects de notre sécurité à des sociétés privées étrangères si nous pensons que c'est ça la solution? La position ici, c'est de dire, la question n'est pas en réalité de savoir s'il y a Wagner ou pas. Et c'est pendant longtemps ce qu'on a voulu empêcher aux gens de réfléchir en mettant cela. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on ne veut pas qu'on pose les vraies questions et qu'on pose les vrais problèmes. On a endormi la plupart des journalistes et même maliens à essayer de dire est-ce qu'il y a Wagner ou pas. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que vous avez un pays qui est détruit aujourd'hui du fait d'un certain nombre de groupes que certains qualifient de terroristes, qui sont des bandes armées, qui sont des bandits, et qu'il y a eu des gens qui ont dit on vient pour arrêter ça. Sauf qu'ils ont fait 10 ans, au lieu d'arrêter, ça s'est prolongé, ça s'est propagé.
Et comme on ne veut pas qu'on fasse ce bilan-là, il faut bien qu'on vous amène ailleurs. C'est ce qu'on appelle dans les techniques de communication les contre-feux. Il y a des médias africains qui existent, au Mali, dans d'autres pays, et des médias panafricains. Il faut leur donner la force. Et là, je m'adresse aux autorités. Peut-être pas celle malienne actuelle, parce que vous êtes moins concernés, vu votre niveau de disruption. Dans certains cadres, on vous appelle des révolutionnaires. Quand on dit de donner les moyens aux médias locaux, aux médias africains, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est aussi la primauté de l'information. Quand vos dirigeants choisissent d'aller sur France 24 donner une information en exclusivité, ils affaiblissent les médias locaux. Vous devez d'abord parler à vos médias. C'est une priorité, il me semble. Comprendre que la guerre informationnelle, comprendre que c'est juste une histoire de médias, d'hommes de communication, ce serait une erreur fondamentale parce que c'est la méthode qui compte. La méthode est la cible. La méthode, c'est tout ce qu'on utilise. Et la cible, ça peut être la population, ça peut être les décideurs, ça peut être les forces de défense qui sont en train de lutter. L'impact de tout ça est un peu de pousser l'autre à douter de lui, à croire autre chose que ses propres valeurs. Il s'agit simplement d'arriver à leur fin en divisant, en jouant sur les perceptions. Et ça exacerbe un peu nos vulnérabilités. La réponse à la guerre informationnelle, je crois qu'il faut l'inscrire dans le cadre d'une approche globale, systémique. Tout ce qu'on peut avoir comme stratégie d'approche pour résoudre ces problèmes, il faut que ça profite à nos populations, comme le dit son Excellence le Président Assimi Goïta. Les forces armées maliennes ont vécu cette guerre informationnelle dans leur chair, mais je dis dans leurs os, même dans les moyens épinaires. La guerre informationnelle, je la vois sous 5 aspects. Il y a la diffusion des fausses informations, il y a la manipulation de l'opinion, il y a la vitesse de propagation de la fausse information, bien des fausses informations. Il y a aussi la polarisation de l'opinion, polarisation et fragmentation de l'opinion. Ces 4 aspects impactent sur la confiance à donner à son armée. Et c'est ce que l'armée malienne a vécu. Elle a été victime de fausses informations. Elle a été victime de manipulation de l'opinion. Elle a eu des informations qui étaient données à la seconde près. Et ces informations ont fait en sorte que le peuple malien même était polarisé. Mais aujourd'hui, avec la baraka des autorités, l'armée malienne a pu surmonter toutes ces épreuves. Et dans l'histoire, je peux dire, je suis jeune encore, mais dans l'histoire des différents gouvernements, alors il y a cette synergie qui n'a jamais été constatée entre le politique et le militaire, plus qu'aujourd'hui, dans l'histoire du Mali. Quand le 14 dernier, les femmes venaient à Kidal, c'est une chaîne internationale qui disait que oui, il n'y a pas de population à Kidal, toutes les peuples blanches ont fui. Et maintenant, un jour après, c'est la même chaîne qui vient à dire que les femmes et leurs supplétifs ont procédé à des viols et des vols dans la ville de Kidal. Sur quelle population blanche? Vous qui dites que voilà, il n'y a pas plus de population blanche, et vous revenez après pour dire qu'on a violé, on a volé des peaux blanches. Et tout ça, ça participe de la désinformation, ça participe de la manipulation. Dans la dynamique d'échange-débat, la parole fut donnée à l'assistance pour des questions, mais également des contributions. Moi, malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est que nous sommes beaucoup plus dans la réaction. Nous ne sommes jamais dans l'anticipation. Et quand on est dans la réaction, on joue le jeu de l'autre. On réagit en fonction de ce qu'il veut, de ce qu'il dit, de ce qu'il veut faire savoir à nos populations. Alors qu'aujourd'hui, si on veut être au rendez-vous, on doit anticiper. On doit amener l'autre à jouer ce rôle de réactionnaire. Et nous, à anticiper, à donner les directives, à pousser les autres à réagir à ce que nous on dit et pas le contraire.
J'entends beaucoup ici les gens parler de la Libye comme étant les facteurs déclencheurs de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Je ne dirais pas que c'est faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le terrorisme s'est installé dans notre région depuis plus de 10-15 ans. Il faut aussi le dire et l'enseigner à la jeune génération. Le terrorisme, il nous vient d'un pays voisin, qui n'est pas très loin, c'est l'Algérie. Les premiers terroristes qui se sont installés au nord du Mali, c'est Mokhtar Belmokhtar. Quand il est arrivé chez nous, il s'est installé dans des tribus Berabiche, dans la zone de Lerner, la frontière avec la Mauritanie. Et après lui, qui est venu, c'est Al-Para. Il est venu d'abord au Mali et ensuite il est parti au Tchad pour aller sensibiliser des tribus majoritairement musulmanes dans les Tibesti pour recruter. Ce sont ces gens-là qui ont formé l'ossature de ce qu'on a connu après qui s'appelle Al-Qaïda au Maghreb islamique. On a un pays voisin, l'Algérie, à travers lequel on a tout à apprendre. Au lieu d'aller chercher loin, inspirons-nous souvent de nos voisins pour voir comment est-ce qu'ils ont géré leur décennie noire. Ils l'ont géré avec fermeté, ils l'ont géré avec professionnalisme et ils l'ont géré avec patriotisme. Quand je dis patriotisme, l'Algérie n'a fait appel à aucune puissance étrangère. Aujourd'hui, nous sommes à une étape extrêmement importante de la vie de notre nation. Nous devons, en toute responsabilité, avoir de la fermeté par rapport à tous ceux qui véhiculent des messages de haine, des messages de division, à tous ceux-là qui veulent discriminer une partie des concitoyens maliens pour en faire des mauvais et certains des biens. Nous sommes des Maliens, nous sommes un pays aujourd'hui qui fait le pont entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Les Mali, c'est le pays de toutes couleurs. Les Mali, c'est le pays des Noirs, c'est le pays des Blancs. Nous sommes tous des Maliens, on est égaux devant la loi et nous devrons cultiver ça partout. Il faut qu'on condamne tout propos d'amalgame, de racisme ou de quoi que ce soit contre une partie de nos concitoyens. Je vais parler de quelque chose peut-être qu'on a déjà dominé. C'était lorsqu'on a fait le choix de prendre notre destin en main face à la CEDEAO. La première pression, c'était que nous sommes isolés. Nous sommes en autarcie. On ne peut pas exister sans le monde, comme si on s'était coupé du monde. C'est une forme de communication. Sinon, tout le monde sait que c'est faux, on ne s'était coupé de nulle part. Nous avons juste demandé à un partenaire historique malsain et malveillant de nous libérer et de partir. Le reste du monde est là. Le deuxième point qui fait objet de communication, c'est cette affaire d'accord d'Alger. Quand vous entendez nos ennemis communiquer, on a l'impression que l'accord se résume seulement à la CEMA. Comme si cet accord, on ne peut jamais tourner la page là-dessus tant que CEMA est dans ses caprices. Alors que vous êtes d'accord avec moi que personne ne prendra le Mali en otage. Je crois que les plus hautes autorités sont mieux habilitées pour dire que la voie de dialogue elle est ouverte. Elle est tout le temps ouverte, elle n'a jamais été fermée. Le comité de suivi est là. Il n'y a pas un nouvel dialogue à ouvrir ni une nouvelle négociation. Le CSA est là, c'est un cadre de dialogue permanent pour mettre en œuvre cet accord. Je ne vois pas quel dialogue il faut inventer. Par contre, il y a quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent, c'est cette affaire de CSP, dans lequel certains responsables de la CEMA, entre guillemets, ont navigué. Là, il y a aussi beaucoup de communication autour de ça, comme si on nous fait croire que c'est une affaire de l'accord. Non, il faut avoir le courage de dire les mots. Il y a une résolution qui dit clairement, malheureusement les médias nuisibles font croire le contraire. Il y a une résolution qui dit clairement que les empires doivent revenir à l'état du Mali. C'est une résolution du Conseil de sécurité. Cette résolution fait obligation à chacun de la respecter, y compris la CEMA. Elle a violé cette résolution et elle écrit officiellement pour faire la victime au niveau du Conseil de sécurité. Tout le monde sait que c'est faux. Il faut que les médias communiquent pour faire voir également cet aspect qu'effectivement, les gens-là communiquent dans le faux. Et l'autre aspect, aujourd'hui, ils se sont inscrits volontairement et de façon affirmée et affichée dans les camps des terroristes. L'État peut être intelligent, il peut faire tout ce qu'il veut pour l'intérêt général, mais il ne faut pas qu'on nous prenne pour des nains. L'État a aussi le droit de les inscrire comme terroristes. Et l'accord sera mis en œuvre avec les fils du pays qui veulent qu'il y ait la paix au Mali. Après la refondation de notre système de défense et de sécurité, qui aujourd'hui donne du résultat palpable, après la refondation constitutionnelle et institutionnelle, après également la refondation
de notre diplomatie et de notre souveraineté, aujourd'hui, il ne vient à l'esprit de personne, d'aucune nation, quelle que soit sa puissance, de parler pour ou au nom du Mali, sans avoir justement la réponse adéquate qui suivra juste immédiatement. Tout le monde fait attention désormais au Mali et donc nous avons pu refonder notre diplomatie et notre souveraineté aujourd'hui. Il y a donc très certainement la refondation informationnelle et communicationnelle qui se joue aujourd'hui. Et c'est cela qu'il faut faire. Alors, ce qu'il y a, de mon point de vue, à retenir, c'est que nous avons été mis dans un système de codes et de conventions, de pensée unique, alors qu'il faudrait désormais avoir une pensée autonome des choses. On parle des médias, mais pour dire simple, ce ne sont pas des médias. Ces journalistes qui animent France 24, RFI et d'autres, ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des diplomates, parce qu'ils sont là pour défendre des intérêts géostratégiques. Merci au peuple malien d'avoir cru au projet et à la vision de refondation, de changement qui est en cours. La consécration, c'est le 14 novembre, qui est une date symbolique de libération nationale à travers Kidal. Mais c'est aussi l'ensemble du territoire national qui est concerné. C'est un processus. Et d'ailleurs, je me souviens bien, quand nous avions, après la rectification de la transition, proposé de passer par les assises nationales de la refondation, il y en a qui ont dit « ce n'est pas possible, ce n'est pas opportun ». Alors que pour nous, c'était la voie idoine par laquelle il fallait passer pour mettre le peuple malien d'accord autour d'un seul projet pour dégager une seule vision. Dans l'ensemble, les panélistes ont plaidé pour la création d'une véritable agence africaine et ont fait des propositions qui devront permettre d'adopter notre propre narratif par rapport à notre situation. Enfin, à travers cet exercice de grande portée, le ministère des Affaires étrangères, sous la houlette du ministre Diop, apporte ainsi une touche remarquable à l'éveil de conscience des citoyens et à l'éducation aux médias. Toute chose qui est une véritable aubaine pour notre pays dans sa situation actuelle.